Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, le premier numéro de 2020. L'occasion pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année avant de passer à notre programme de la semaine, la crise entre l'Iran et les États-Unis. Et à mes côtés pour cette première émission, deux invités. À ma gauche, Evelyne Josselin. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour vous présenter, vous êtes agrégée d'anglais, vous pouvez me dire si je dis des bêtises. Agrégée d'anglais, spécialiste des États-Unis et particulièrement du mouvement des conservateurs américains. Vous êtes également auteur de Trump pour le meilleur et pour le pire. C'est aux presses de la Délivrance, c'était en 2016. Et vous avez été également l'une, ou peut-être la seule commentatrice à prévoir la victoire de Donald Trump. La première. La première. Et non pas à prévoir, mais à avoir calculé. Parce que je ne suis pas Madame Soleil, mais j'avais écrit avant cela un livre sur le Tea Party, qui m'avait donc évidemment... Et puis je suivais Donald Trump depuis très longtemps, je le trouvais intéressant. Et donc ce ne sont pas des prévisions, c'est une déduction. Et donc j'ai écrit le premier livre français, non seulement le premier livre positif sur Trump, mais le premier livre en France sur Trump. Parfait. À ma droite, Monsieur Labévière, que les téléspectateurs de TV Liberté connaissent déjà dans le Samedi Politique. Alors, pour vous présenter, vous étiez rédacteur en chef de RFI, vous êtes actuellement rédacteur en chef du site qui publie de manière hebdomadaire Proche et Moyen-Orient.ch, parce que le siège est en Suisse, Genève, on le sait, et vous avez également publié de nombreux ouvrages, parmi eux Terrorisme, face cachée de la mondialisation, c'était chez Pierre-Guillaume Deroux. Absolument. Alors pour commencer, vous ne m'en voudrez pas, Madame Josselin, je vais poser une première question à Monsieur Labévière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quand remonte la crise, j'allais dire, entre les Américains et les Iraniens, parce que finalement on assiste à des tensions récurrentes avec des moments de détente, j'allais dire, mais finalement cette crise dure depuis longtemps. À quand la feriez-vous remonter ? On pourrait renverser l'ordre et parler de crise États-Unis-Iran, qui est une crise qui remonte grosso modo à la fin du Shah d'Iran. Et elle arrive au pouvoir de Khomeini en 1979 à la faveur de la révolution islamique d'Iran. Dans un contexte où le Shah prenait beaucoup d'indépendance par rapport à l'OTAN et où même les services américains et l'administration démocrate de l'époque, Jimmy Carter lui-même, ont favorisé le basculement du Shah. Bon, donc à partir de ce moment-là, souvenez-vous, ça va être la crise de l'ambassade américaine, la prise d'otages de 52 membres de l'ambassade des États-Unis en Iran, et cette crise va durer plus de 400 jours, 401 jours exactement. Et on peut dire que dès cette affaire, avec une tentative de libération par un commando qui a lablement échoué en 79, si vous voulez, les relations entre les États-Unis et l'Iran, forcément, ont été problématiques et ont eu des périodes de tensions récurrentes. La dernière remontant, si vous voulez, à l'anéantissement de l'accord sur le nucléaire iranien, qui était issu de 15 ans de négociations difficiles et très techniques sur le format 5+1, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Et donc, du jour au lendemain, la nouvelle administration Trump a déchiré cet accord, comme il a déchiré l'accord sur le réchauffement climatique, comme il a déchiré l'accord sur les missiles de portée intermédiaire, si vous voulez, déclenchant une crise inédite sur le plan historique, en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de ce qu'on appelle le multilatéralisme politique, économique et de justice internationale. Donc, si vous voulez, il est clair que dans ce cadre-là, et depuis l'anéantissement de cet accord sur le nucléaire iranien qui a été signé à Vienne le 14 juillet 2015, il est clair que les relations, je dirais, se sont dégradées régulièrement et ressurgissant à la faveur de la gestion très particulière des États-Unis en Syrie, au Yémen et en Irak, bien évidemment, où là, l'Irak est redevenu l'épicentre de cette relation conflictuelle entre les États-Unis et l'Iran. Alors, c'est ce qu'on va voir par la suite. J'imagine, Madame Josselin, que vous avez certaines nuances à apporter. Oui, alors j'ai écrit pour Les 4 vérités un papier qui s'appelle « D'une ambassade à l'autre ». Il faut savoir qu'envahir une ambassade, c'est un acte de guerre. Donc l'Iran a déclaré la guerre aux États-Unis en 1979, c'est un fait. L'Iran
a essayé de faire la même chose avec l'ambassade de Bagdad. Et la nuit du 2 au 3 janvier, Trump a réagi parce que c'était un second acte de guerre. Il y en a eu d'autres dans l'intervalle. Il y a eu plusieurs attaques d'ambassade par l'Iran ou par les pays qui, par procuration, agissent pour l'Iran avec les milices chiites financées et dirigé par l'Iran. Ça, c'est une chose. Monsieur Labévière a parlé également de l'attitude de Carter. Carter a été plus que nullissime. Carter, en fait, n'avait pas d'opinion véritable. Il pensait que c'était un soulèvement populaire et il ne savait pas quoi faire. Mais en tout cas, il n'a pas défendu les 52 otages qui ont été retenus pendant 444 jours. Et il a fallu Reagan pour mettre de l'ordre dans la situation. Ça, c'est le point de départ. Cet acte de guerre, c'était contre les États-Unis, mais en même temps, c'était contre tout l'Occident. C'est une déclaration de guerre contre autant les Européens qu'Israël, autant que contre les États-Unis. Donc, au lieu de parler de crise irano-américaine ou américano-iranienne, c'est une crise entre le monde, pas seulement chiite, mais le monde islamiste. Je ne parle pas des musulmans en général, mais je parle de la tendance islamiste. C'est une crise, enfin, c'est pas une crise, c'est une suite de crises. C'est une guerre larvée, c'est une guerre froide avec des points chauds, avec des moments chauds, entre l'Occident tout entier, puisque l'Europe n'a pas été épargnée, et l'Iran. Alors, les Européens sont extrêmement naïfs, et M. Labévière a parlé du fameux, je ne sais pas comment on l'appelle en français, le fameux... L'accord sur le nucléaire iranien. Oui, mais enfin, il faut dire l'accord d'Obama. Parce que ça n'a jamais été ratifié par le Congrès, donc cet accord était nul et non avenu. Et par ailleurs, Donald Trump s'est toujours exprimé en sa défaveur. Il l'avait dit quand il était candidat, il avait dit que c'était l'une des premières choses qu'il ferait. Il avait dit qu'il mettrait fin également à beaucoup d'accords internationaux qui ont été pris pas du tout dans l'intérêt des États-Unis. L'accord sur le climat, bon, Trump ne mord pas, lui, à l'arnaque climatique générale qui sévit dans l'Occident. Trump ne mord pas non plus dans les fameux accords nucléaires signés encore par Obama et d'autres présidents qui ont tous été violés par les opposants. Quant au fameux accord d'Iran de 2015, que moi j'appelle le marché de dupes. Pourquoi marché de dupes? Parce que Obama était un islamiste forcené, enfin un ami des islamistes en tout cas, et un arabiste forcené, et il voulait absolument faire reparticiper l'Iran des ayatollahs dans le concert des nations. Or, cet accord, pourquoi est-il un accord de dupes? Parce que les États-Unis, sous Obama, ont dégelé 150 milliards de dollars d'actifs iraniens qui étaient dans les banques, dont ils ne pouvaient pas se servir. Ça gênait l'économie iranienne, bien entendu, mais pas autant que les sanctions que Trump a infligées par la suite. Il a également donné, et ça c'est énorme de la part de la gauche d'avoir soutenu ça, mais les républicains à l'époque s'en sont indignés. Obama a remis une enveloppe d'argent liquide de 1,7 milliard, enfin 1,7 milliard dollars, ce qui est énorme. Et tout cela, Kerry, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères, a été interrogé sur cette question. Et vous savez quelle était sa réponse? Oui, bien sûr, il est très possible qu'une partie, ou peut-être même la plus grande partie, ou peut-être tout, aille à financer le terrorisme par les milices chiites dans les pays avoisinants, parce que l'Iran est aussi devenu colonisateur. Il a véritablement fait de l'expansionnisme depuis 1979 dans toute la région. Donc Kerry a dit ceci, mais en même temps en concluant, ben oui, mais que faire d'autre? Alors à part faire des photos pour la galerie avec les chefs iraniens, et à part essayer de convaincre les Européens qui par anti-américanisme prennent systématiquement des positions contraires à celles de Trump, eh bien on a eu ce fameux marché de dupes, et ce marché de dupes, au moins aujourd'hui, et j'en aurais terminé pour ce point, Boris Johnson, sur les 6 signataires, enfin les 5 signataires autres que les États-Unis, Boris Johnson a été le premier à dire oui, Trump a raison, il faut absolument terminer avec ce traité qui n'était pas un traité, d'ailleurs qui était un simple accord. Il faut en finir avec cet accord, il faut se ranger à l'avis de Trump. Si on ne veut pas la guerre, il faut un accord nucléaire avec l'Iran, un accord nucléaire qu'on appellerait l'accord de Trump avec l'Iran. Voilà. Monsieur Labévière, j'imagine que vous avez de quoi réagir.
Non, j'aimerais vous poser 3 questions, madame, si je puis me permettre. Vous avez déjà été en Iran une fois dans votre vie? Non, jamais, monsieur. Bon. C'est une grande supériorité que vous avez sur moi. Vous connaissez le Moyen-Orient à fond. Moi, je ne connais que la position des conservateurs américains. C'est une question qui n'est pas polémique. Je le reconnais. La deuxième question, c'est quand vous parlez de l'Occident. L'Occident, c'est comme les trains, ça peut en cacher un autre. C'est quoi? C'est une entité géopolitique? C'est une organisation régionale? Parce que moi, je suis français, je ne suis pas occidental, si vous voulez. Mais bon, vous allez me dire ce que c'est que l'Occident. C'est un tour de force d'être français, de ne pas être occidental. L'Occident, c'est tout ce qui va de la Pologne jusqu'au Canada, à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, en passant par l'Europe et les États-Unis. D'accord. Et troisième point, pour éclairer ma lanterne, qu'est-ce que vous appelez le monde islamiste? C'est simplement les amis de... Alors, la République islamique d'Iran... Ça, c'est autre chose. Le monde islamiste, oui. C'est la même chose que la République. Il y a quand même le mot islamique. C'est la même chose. D'accord, mais entre islamique et islamiste, ça n'a rien à voir. Je veux dire, l'islamisme, c'est une idéologie politique. Oui. La géopolitique, le monde islamique, c'est autre chose. Alors, vous faites une différence entre islamique et islamiste. Bien sûr, c'est pas que moi, c'est tous les géopolitologues. Vous avez raison, moi j'ai tendance à mélanger les deux. Je reviens donc au terme islamique, et c'est ce que je voulais dire. Mais enfin, la République islamique représente tout de même des idées islamistes. Non, même ça, vous n'êtes pas d'accord? Non, là il faut être précis si on fait des sciences politiques. Si vous voulez, quand le pouvoir change de main, la révolution islamique, et non pas islamiste d'Iran en 79, va porter effectivement les religieux au pouvoir en Iran, mais après, et c'est là où, quand on parle du régime des mollahs ou du régime de Bachar al-Assad, on réduit considérablement, parce que quand on va en Iran, il est clair que le guide Khamenei est le successeur historique de l'ayatollah Khomeini, mais vous avez dans ce pays, vous avez un parlement, avec des élections assez ouvertes, des élections présidentielles, des élections législatives. Vous avez non, mais attendez, je termine. Vous avez un certain nombre d'institutions, si vous voulez, qui sont incomparables d'ouverture et de diversité dans cette région, où vous n'avez aucune comparaison avec l'Arabie Saoudite, les Émirats ou les pays sunnites soutenus par vos amis américains. Alors, quand vous dites l'Iran, attendez, je termine. Quand vous dites l'Iran finance le terrorisme, je veux dire, l'Iran effectivement a financé un certain nombre d'opérations jusqu'en 1989-90, comprenant que ce moyen du terrorisme, d'exporter du terrorisme, ne correspondait pas à la promotion de ses propres intérêts. Et à partir du 90-91, le terrorisme nous ramène plutôt à des signatures de mouvements sunnites qui, si vous voulez, étaient largement financés, attendez, je termine, par l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire les monarchies pétrolières alliées des États-Unis. Et aujourd'hui, de 91 jusqu'aux attentats de 2001 et même après, la plupart des vecteurs du terrorisme islamiste, si vous voulez, nous ramènent soit à l'idéologie des frères musulmans, qui a été longtemps financée par l'Arabie Saoudite, soit à l'idéologie wahhabite, qui est encore la doctrine officielle de l'Arabie Saoudite, qui est un allié stratégique des États-Unis depuis la signature du pacte de Quincy le 13 février 1945. Donc, si vous voulez, là, il faut être précis et clair quand on parle de qui finance quoi en matière de terrorisme. Et aujourd'hui, l'Iran est plutôt un facteur de stabilité ayant permis, si vous voulez, la lutte contre Daesh, Jabhat al-Nusra et différents groupes terroristes sunnites. Le terrorisme, c'est pas uniquement Daesh. Non, mais je dis, Jabhat al-Nusra, c'est Daesh, c'est Al-Qaïda, et depuis le début des années 90, pour faire court, le terrorisme islamiste, et non pas islamique, est surtout porté par les groupes sunnites qui trouvent leur financement. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans sur le financement du terrorisme, qui nous ramène essentiellement à l'Arabie Saoudite et aux monarchies pétrolières. Alors, j'ai pas de stylo pour noter tout ce que vous avez dit. Alors, pour l'Iran, on en termine avec le fameux deal calamiteux d'Obama. Il y avait aussi à la clé que l'Iran ne devienne pas nucléaire avant 10 ans. Or, l'Iran n'a jamais cessé l'enrichissement d'uranium. L'Iran permettait... Vous dites nucléaire, c'est militaire alors? Le nucléaire militaire, bien entendu, oui. Et donc, l'Iran n'a jamais cessé, on le sait, ça a été prouvé maintenant, et les ayatollahs ne permettaient à l'agence IAEA, je ne sais pas comment on dit en français, ne permettaient que les sites qu'eux avaient désignés. Pour le c'est faux, madame.
C'est faux. Je vous ai pas non, interrompu, factuellement, monsieur. c'est faux. Je vous ai pas interrompu, vous avez raison, mais c'est faux. Les renseignements sont très précis là-dessus. Donc, quand les Iraniens viennent de déclarer l'autre jour qu'ils vont reprendre leur enrichissement, ça fait vraiment rire, parce qu'ils n'ont jamais cessé. Ensuite, vous avez parlé de la merveilleuse démocratie iranienne. C'est une façade, bien entendu. Autre chose que vous avez évoquée, alors, bon, islamique, islamiste, soit, vous avez peut-être raison, il y a peut-être une distinction à faire. Moi, je remarque simplement une chose, c'est que cette république des ayatollahs s'appelle la République islamique d'Iran. Et l'État ISIS, l'État terroriste qui a été arrêté véritablement par Trump, mais ni par la Russie, ni par l'Iran, ni par qui que ce soit d'autre, c'est même véritablement lui qui a mis le coup final, eh bien cet État s'appelait l'État islamique d'Irak, du Levant, enfin bref, islamique, les deux. Bon, il n'y a pas de différence, autrement dit, entre l'idéologie des ayatollahs et celle de Feu Baghdadi, qui est mort comme un chien, comme disait Trump, et les ayatollahs. Donc pas de différence idéologique là. Et ce qu'il faut bien comprendre, il y a une jeune femme iranienne qui était dans un débat, moi je ne regarde pas la télévision, mais j'ai regardé 10 minutes un soir, un débat, où il y avait une jeune femme iranienne qui parlait fort bien français et qui disait mais arrêtez avec cette illusion de penser qu'il y a une division très forte entre les chiites et les sunnites contre l'ennemi américain, contre le grand Satan et contre le petit Satan qui est Israël, et moi j'oserais ajouter contre le moyen Satan que sont les Européens. Eh bien il n'y a pas de différence, ils sont tous unis dans leur lutte contre l'Occident. Alors dernier point, monsieur Labévière, vous disiez qu'il n'y avait rien eu contre l'Occident depuis 1989, eh bien c'est absolument faux, puisque sous Clinton, qui est très coupable et auquel on doit en fait le 11 septembre, il y a quand même eu le premier attentat contre le World Trade Center en 93, il y a eu l'attentat des Tours Khobar en Arabie Saoudite en 96, et puis en 98, il y a eu l'attentat contre 2 ambassades américaines encore en Tanzanie et l'autre pays, je l'ai là dans mon article, mais peu importe. Kenya. Donc, voilà. Nairobi, Dar es Salaam. 2 attaques encore contre des ambassades, une fixation sur les ambassades américaines. Donc, et les Français sont de très mauvaise foi quand ils ne veulent pas se rappeler la connexion entre le terrorisme de l'Iran et les attentats qui ont eu lieu en France. Parce que, je vais citer que 3 cas, par le Hezbollah libanais, on a eu l'assassinat du président Rafi Hariri. Et il y a eu également, tout récemment, en octobre 2018, alors on ne parle pas des tentatives avortées, mais il y a eu beaucoup de tentatives dans les capitales européennes qui ont été avortées par les services secrets et européens et américains, et dont une qui aurait dû être très grave en octobre 2018 à Villepinte, près de Paris, où s'étaient rassemblés les dissidents iraniens avec quelques personnalités du monde anglo-saxon, dont je crois Donald Rumsfeld qui était venu, Rudy Giuliani qui était là aussi, donc des personnalités. Et ça aurait pu faire des centaines de morts. Donc le terrorisme iranien, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que l'Iran est très habile et garde les mains propres, fait faire ses basses besognes par les pays où ces milices chiites agissent, comme elles l'ont fait du reste pendant toute la guerre d'Irak. Et voilà. Et donc ils agissent par procuration, comme ça eux gardent apparemment une façade honorable, une façade modérée, disent-ils, et ils n'ont évidemment rien de modéré. Alors je vous propose à présent, on va avancer un petit peu et revenir à l'actualité. Au début janvier, donc il y a eu l'assassinat ciblé par des drones américains. Ce n'est pas un assassinat, je suis obligée de vous arrêter, c'est un meurtre d'un combattant en uniforme d'une ennemi. Mais ce n'est pas on est en pleine idéologie. Juste de préciser 2 choses qui sont fausses. L'assassinat de Rafi Hariri n'est pas attribué par tous les enquêteurs internationaux mandatés par l'ONU au Hezbollah libanais. Deuxièmement, vous faites bien de rappeler que le premier assassinat contre le World Trade Center a été commis en 1993 par des groupes sunnites qui étaient installés aux États-Unis avec l'aval de la CIA. Autre élément, quand vous dites
il y a une complicité idéologique entre l'Iran et Baghdadi. C'est complètement... je ne sais pas d'où vous sortez ça. Je vous rappelle que Baghdadi est un idéologue sunnite wahhabite, alors qu'il a combattu les chiites toute sa vie. Et les Iraniens, s'ils n'étaient pas intervenus, eh bien, les amis de Baghdadi et Jabhat al-Nusra auraient pris Tripoli et d'autres villes libanaises. Donc, ne faites pas avaler qu'il y a une convergence entre le terrorisme sunnite et l'Iran chiite. Ça, c'est une erreur, un contresens. C'est de la propagande et c'est de l'idéologie. Quand vous parlez de la République des Mollahs, je viens de vous dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Et vous nous parlez d'un État terroriste. Il est clair que pour vous, l'État israélien soutenu par votre ami Trump n'est pas terroriste. Il tue des enfants palestiniens tous les jours que Dieu fait dans les territoires occupés. C'est une autre question, la Palestine. Et si vous voulez, quand vous dites que vous parlez du deal nucléaire d'Obama, non, je vous ai rappelé que pendant 15 ans, cette négociation s'est faite sous un format 5+1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Non, mais non, c'est pas. Je veux dire, c'est un accord international qui a été négocié sur un format multilatéral et qui n'est pas imputable au seul Obama. C'est les États-Unis, dans leur continuité institutionnelle et diplomatique. C'est que Donald Trump, d'une, n'a pas travaillé dessus et de deux, n'était pas d'accord et l'a dit dès la campagne. Bien sûr, donc ça il ne fait aucun doute, mais c'est une posture idéologique, c'est pas une posture diplomatique. Il faut relier les filiations idéologiques et être précis là-dessus, et pas parler de tout et n'importe quoi sur un mode idéologique et de propagande, madame. La Chine et les États-Unis n'avaient évidemment pas les intérêts américains à cœur, on s'en doute, et c'est un arrangement qui les arrangeait. Quant aux Européens, ils ont été aveugles très longtemps. C'était Cameron à l'époque, en Angleterre, Merkel et au début Sarkozy, puis après Hollande, qui ont finalisé cela, et ils se sont conduits en parfait dupe. Et uniquement alléchés par des contrats, des marchés potentiels. Vous avez dit une autre chose aussi en ce qui concerne le premier attentat du World Trade Center en 93. Tout à fait. C'était Ben Laden qui était derrière. Vous avez tout à fait raison. Sauf que le président... qui a été créé par les États-Unis, je vous rappelle. Le vice-président Pence vient de révéler, après le rapport de l'enquête sur le 11 septembre, il vient de révéler que l'État iranien, comme l'État d'ailleurs de Saddam Hussein, ont tous les deux abrité Ben Laden, ont tous les deux entraîné Al-Qaïda et Ben Laden, ont tous les deux servi d'asile, après le 11 septembre, aux terroristes d'Al-Qaïda et autres groupes. Et l'Arabie, dans cet ordre-là, on pourrait aussi s'interroger sur le rôle de la Turquie, notamment dans la guerre en Syrie. Et pour autant, on voit bien que Donald Trump est très proche de la Turquie. Il n'est pas très proche de la Turquie. En tout cas, il essaie de ménager Erdogan. La Turquie, n'oubliez pas, est celle qui retient des millions de gens qui, à cause de la bévue, encore une fois, d'Obama et des Européens qui l'avaient appelé dans le fameux printemps arabe de 2011, à cause de ça, rappelez-vous, le contre-coup, ça a été Merkel. En 2015, il faut accueillir à tout prix 1 million de réfugiés syriens. Ce qui s'est passé en Syrie a également déplacé des populations. C'est très curieux parce que la guerre de Bush, qui a été tellement décriée, n'a pas fait de personnes déplacées, tandis que l'action d'Obama en 2011 a créé ISIS d'une part et ensuite a provoqué cet afflux de Syriens en Europe qui n'était plus retenu par Kadhafi puisque Kadhafi avait été assassiné. Tout cela se tient. Et le chaos au Moyen-Orient. Alors, je le répète, l'Iran est très habile parce que l'Iran ne se salit pas les mains. L'Iran fait agir les autres à sa place. Et donc, il y a une véritable complicité de l'Iran. Et vous n'avez pas écouté, monsieur Labévière, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pourtant une compatriote des ayatollahs, une jeune femme iranienne, très au courant, qui a dit l'autre jour, surtout, terminez-en à croire que les chiites et les sunnites ne sont pas capables de s'allier. Quand ils ont un but commun contre un ennemi, ils sont parfaitement amis. Et en plus, il faut savoir, j'en aurais terminé pour ce point, que le grand ayatollah d'Irak, Al-Sistani, je crois, Al-Sistani ou Sastani, excusez-moi si j'écorche son nom, vient de prendre position disant « Nous sommes fatigués des Iraniens dans notre pays et bien que nous souhaiterions que la présence américaine reste en petit nombre, mais pas autant. Le Parlement a voté sur l'expulsion des troupes. Uniquement 180 chiites qui étaient là, mais les autres n'étaient pas là, n'étaient pas présents. Donc en fait, ce vote ne contraint pas les Irakiens à s'y tenir. Ce vote en fait n'a pas de valeur parce que ce n'était pas le Parlement entier. Et donc il y a un rejet
considérable, qui est au moins aussi fort, sinon plus, des Irakiens pour l'ingérence iranienne chez eux depuis maintenant 2003. Je vous demande, à présent, on va faire une pause, on va regarder justement... On reparlera de l'Irak plus tard. Bien sûr. On va regarder tout de suite une vidéo. Il s'agit des réactions après la mort, je vais dire, comme ça on ne me reprochera rien, la mort du général Qassem Soleimani. Précision. متاسفانه منافقانه عمل کرد و گفت ما به سمت جنگ نمیریم ولی خودش قول داد موضوع به سمت جنگ باید خویشتن‌داری کنن و موضوع رو هدایت و رهبری کنن که تنش منطقه بیشتر نشه چون میتونه عواقب خیلی سختی برای کشورهای منطقه داشته باشه. مطمئنا خشونت‌ها رو بیشتر میکنه ولی من اصولا با خشونت با جنگ و دعوا و اینها طبیعتاً سازگار نیستم و موافق نیستم. من فکر میکنم که انسان هرچی بتونه با مذاکره با صلح با دوستی پیش بره و به هدفش نزدیکتر بشه از این راه خیلی بهتره. کوبنده ترین پاسخ ممکن، یعنی من اگر بودم همین الان 50 تا موشک به آمریکا می‌زدم. بحث ایران نیست دیگه. شما اینا با ایران، اینا با اسلام دارن میجنگن، اینا بحث مقاومت رو دارن. خب مطمئناً بایستی با این اقدامی که اینا کردن برخورد بشه. حالا حتما رهبر معظم و فرزانمون به موقع جواب اینا رو خواهد داد. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, une véritable ferveur chez les Iraniens après la mort du général Qassem Soleimani, une ferveur qui fera long feu, d'ailleurs on va le voir aussi après. Alors j'aimerais revenir sur le point qu'on a évoqué tout à l'heure. Madame Josselin, vous avez réagi quand j'ai utilisé le terme d'assassinat ciblé, c'est vrai que c'est le terme qu'on a trouvé dans de nombreux médias. Vous le réfutez ce terme? Ça vient d'une mauvaise traduction du terme assassination qui en anglais est uniquement assassinat politique, c'est-à-dire un assassinat calculé, délibéré, planifié d'une personnalité politique, comme on a essayé sans succès d'assassiner Fidel Castro ou des gens comme ça. Là, il s'agissait d'une réponse à un acte de guerre. Là, il s'agit de l'exécution d'un général en uniforme représentant d'un État qui vient de commettre un acte de guerre. La tentative, il avait déjà tué un soldat américain et Trump avait répété depuis des mois qu'il ne fallait pas aller trop loin, qu'il avait une ligne à ne pas franchir et en plus, acte de guerre supplémentaire, donc exécution d'un combattant. C'est pas la même chose, il y a une nuance. Monsieur Labévière. Mal nommer les choses accentue le malheur du monde, disait Camus. Selon tous les experts en affaires militaires, il s'agit bel et bien d'un assassinat ciblé qui s'inscrit dans l'affiliation d'un mode opératoire inventé par les services secrets israéliens dans les années 80, consistant à tuer des opposants politiques, qu'ils aient un rôle militaire ou pas. Il est clair que l'assassinat ciblé de Qassem Soleimani, le chef des gardiens de la Révolution, qui de fait est quasiment le numéro 2 du régime, s'inscrit bien dans cette longue filiation d'assassinats ciblés menés par des forces spéciales américaines, israéliennes, délibérément pour fragiliser les appareils d'État des pays qui ne se rongent pas au diktat de l'ordre américano-israélien au Proche et Moyen-Orient. Donc il est clair que le récuser ou pas, c'est une approche proprement idéologique et là on fait le choix de ces concepts et on est lié à l'usage des mots et des concepts qu'on doit faire. Mais quand on fait de l'analyse militaire et géopolitique un peu sérieuse, il est clair que cet assassinat est arrangé sous la rubrique des assassinats ciblés qui vont au-delà, puisque les assassinats ciblés, l'assassinat ciblé de Soleimani s'inscrit dans une longue série d'assassinats ciblés contre des scientifiques iraniens et d'autres personnalités depuis à peu près une dizaine d'années, justement s'inscrivant dans les négociations sur le dossier nucléaire dont nous parlions tout à l'heure. Alors, on va poursuivre, puisque l'Iran a riposté par la suite, en frappant des... Alors, je précise simplement, si les téléspectateurs l'ont omis, que l'assassinat ou l'élimination du général Soleimani s'est fait sur le sol irakien, alors que lui était iranien. L'Iran a riposté donc en frappant des bases américaines sur le territoire, là encore,
irakien. Oui, parce qu'il agissait en colonisateur, n'est-ce pas, qui voyageait librement partout où il voulait. Alors, Soleimani, il était très difficile à attraper. Et ça faisait 7 mois déjà qu'il était dans le collimateur des Américains et qu'il disait ce personnage est véritablement nuisible. C'était un grand tortionnaire dans son propre pays et il a tué quantité d'Américains par les fameux engins explosifs improvisés et il a quand même dirigé toutes les opérations anti-américaines pendant la guerre d'Irak. Ça, on le sait très bien. Donc, il était nuisible, mais l'Amérique ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait simplement l'arrêt des hostilités et l'arrêt de cette escalade insensée contre les États-Unis. Donc, ça faisait des mois qu'il était dans le collimateur des services secrets et que l'état-major américain disait, voilà, on aimerait pouvoir le coincer, mais c'est très difficile parce qu'il voyage dans les vols commerciaux la plupart du temps. Donc, autrement dit, comme font tous les terroristes, hein. Ils sont en général cachés dans des hôpitaux, des écoles. Donc, ils s'arrangent pour être entourés de la société civile. Donc, on ne peut pas, ils sont indemnes. Voilà, on ne peut pas les avoir. Donc, il fallait trouver le bon moment où ils ne seraient pas entourés de civils mais de militaires. Et il fallait en plus marquer le moment, un moment grave. Or, il y a eu le fameux drone en 2019, en juin, un drone de 100 millions de dollars, mais Trump a estimé que il n'y avait pas eu mort d'homme, donc on n'allait pas faire une riposte pour ça. Il a marqué énormément de retenues. Il y a eu d'autres attaques depuis. Il y a eu, tout le monde, là, ce sont des faits. Il y a eu tous les pétroliers, les bateaux, vous savez, qui passent par le détroit d'Ormuz, les pétroliers anglais qui ont été inquiétés très sérieusement par les Iraniens. Il y a eu, alors j'ai toute la liste ici, mais ça serait fastidieux, je ne vais pas vous la lire, mais enfin bon, il y a eu pas plus tard il y avait eu aussi, alors dans les seuls manifs. Bon. Et on arrive en fin décembre où un employé qui travaillait pour l'armée américaine, que M. Labrévière a très bien dit, on appelle à tort un sous-contractant un sous-traitant. Un sous-traitant, bon, ce qui ne veut rien dire, qui travaillait donc en Irak. Il y a eu attaque d'une base américaine avec plusieurs blessés et donc un citoyen américain tué. C'était la ligne rouge de Trump, il le prévenait depuis longtemps, il l'a prévenu et son secrétaire d'État Pompeo a fait de même. Et en plus, deuxième chose, coup sur coup qui se passe, invasion de l'Irak, de l'ambassade d'Irak, de l'ambassade américaine en Irak, donc acte de guerre. Ça a été suffisant. Là, toutes les conditions étaient réunies, donc Trump a donné le feu vert. Et ça a donné dans la nuit du 2 au 3. Et cette femme iranienne dont je vous parle, qui est très intéressante, qui, elle, avait très bien mesuré la situation et qui, en tant qu'iranienne, a quand même plus de pouvoir que moi pour dire la vérité, eh bien, disait des choses très intéressantes sur CNews, je crois, ou C'est dans l'air, enfin, une émission comme ça. Et elle était en contradiction, justement, avec des gens qui disaient, oui, mais cet Iron Deal, il était tellement bien, ce deal que Obama avait signé. Et elle les a tous remis à leur place. Et j'étais tout à fait d'accord avec elle. Et donc, dans la nuit du 2 au 3 janvier, il y a eu l'élimination de Soleimani. Et quant au deuil qui a été organisé après, alors il y a eu deux choses. Il y a eu le deuil organisé par les autorités iraniennes. Et alors là, on a vu la foule, effectivement, qui avait l'air de... Enfin, il y a la foule des pleureuses aussi, hein, parce qu'il y avait des gens dont c'était leur situation, leur job qui dépendait, leurs allocations. Donc, les écoles étaient fermées, c'était 3 jours de deuil obligatoire. Donc, vous n'aviez pas intérêt à ne pas être triste de la mort de Soleimani. Bon, et on a vu après ce que ça a donné quand ils ont fait cette erreur grotesque qu'on n'arrive pas à imaginer quand même. Hein. Alors on va y revenir un petit peu après sur l'avion. Bon, voilà, donc on a vu tout de suite que les manifestants n'étaient pas les mêmes. Et donc il y a véritablement, il y a des dissidents iraniens qui sont révoltés depuis longtemps. Les premières manifestations contre les ayatollahs, elles datent de 1999. Et après, il y en a une très grave en 2009, à l'époque justement où Obama était invité des ayatollahs et où il n'a rien fait, ça ne l'intéressait pas, c'était pas le genre de musulmans qui l'intéressait. Il y a eu ensuite celle de 2017 qui ont été réprimées dans le sang, très très grave. Et puis il y a eu celle de novembre 2019, 1500 morts quand même, sans parler des prisons iraniennes, hein, qui détiennent des prisonniers politiques et où on pratique la torture. Et donc voilà ce qu'est le régime. Guantanamo, a priori, n'était pas non plus le Guantanamo, alors moi j'ai jamais
même considéré que le fait de faire trop boire de l'eau était de la torture. Bon, et en plus, à Guantanamo, c'est propre. Ils ont 3 repas par jour, on ne peut pas comparer avec les geôles iraniennes. J'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié, mais je ça vous ai coupé, reviendra. mais ça m'arrange parce qu'il faut Ça qu'on me avance reviendra, encore une fois. Je vais lancer une petite vidéo, c'est la réaction de Donald Trump après la riposte iranienne sur quelques bases américaines en Irak. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. To the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. Alors, de nouvelles sanctions économiques donc contre l'Iran. Alors, ce qui, moi, me surprend d'un point de vue, j'allais dire, vulgus pecum, c'est que Donald Trump parle finalement d'aider le peuple iranien, mais les sanctions économiques, finalement, le régime en souffre, évidemment, mais les Iraniens aussi. Oui, enfin, je reviens un peu sur les derniers propos de Madame. Quelle que soit l'admiration qu'on porte à Donald Trump, sur l'Irak, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe et parler du rôle de colonisateur de l'Iran. Je veux dire, je vous rappelle quand même qu'au printemps 2003, la Grande-Bretagne, les États-Unis attaquent l'Iran, envahissent l'Iran en contournant le Conseil de sécurité, l'opposition française, notamment allemande et russe. Bon, ça, c'est un point. Ensuite, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe en Irak? Bon, alors, d'abord, il y a eu l'assassinat ciblé de Soleimani, qui a déclenché, qui a ressoudé le nationalisme iranien de fait, et quand vous dites que... Et qui en avait besoin, parce que l'Iran était dans une période bien de sûr, trouble. qui en avait besoin, parce que c'est un État, si vous voulez, qui connaît aussi des contradictions au sein de son pouvoir, ce qu'on ne connaît ni en Arabie Saoudite, ni dans toutes les monarchies régionales qui sont alliées des États-Unis. Mais quand vous dites que le deuil organisé, je veux dire, organiser un deuil qui a mis dans la rue 7 millions de personnes, il faut être très fort. Je veux dire, il n'y avait même pas eu autant de participants à ces obsèques du temps des obsèques de Roménie, et ça a été la mobilisation des obsèques certainement les plus suivies dans la région depuis bien des années. Donc là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe en Iran après? Bon, il y a eu l'épisode de la riposte des gardiens de la Révolution hors chaîne de commandement de l'armée iranienne sur l'avion. Il faut quand même rappeler qu'en 88, George Bush père a descendu un avion iranien, il y a eu 285 morts, on n'en a pas fait tout un plat à l'époque. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Irak maintenant? En Irak, officiellement, vous avez 5 à 6 000 soldats américains qui étaient là à la demande des Irakiens pour lutter contre Daesh et contre le terrorisme. Or, le Parlement, quelle que soit sa représentativité, a voté pour la fin de cette intervention. Donc, vraisemblablement, M. Trump devra retirer ses soldats. Mais pas la présence américaine, parce qu'aujourd'hui, en Irak, vous avez, au bas mot, 15 à 20, 25 000 soldats américains. Donc 5-6 000 sont des soldats officiels de l'armée et d'autres sont des contracteurs, c'est-à-dire des mercenaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? M. Trump, pour des raisons électorales, veut veut répondre aux promesses qu'il a faites. Donc il va aborder la prochaine élection présidentielle de mon prochain en disant « Moi j'ai 2 scalps importants à vous livrer, le scalp de Baghdadi, le patron de l'État islamique, et le scalp de M. Soleimani, qui est présenté par l'administration Trump comme un terroriste, alors que ça a été c'est un général d'armée qui a fait l'objet de cet assassinat ciblé. Et à la clé, il va dire que il a tenu sa promesse de rapatrier les boys, de ramener les boys au pays, ce qu'il va faire. Il l'a fait partiellement
en Afghanistan, il l'a fait partiellement dans d'autres régions, mais... Il l'a annoncé aussi pour la Syrie. Bien sûr, mais en Syrie, il laisse justement des mercenaires et des contracteurs dans la région de Deir ez-Zor où il y a des nappes et des zones de plateformes pétrolières et gazières. Mais non, ce à quoi on assiste, en fait, c'est une privatisation de la présence militaire américaine au Proche et Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'officiellement, M. Trump pourra dire pour sa campagne, voyez, moi, j'ai, dans la meilleure tradition du western, tué 2 méchants et j'ai ramené les boys à la maison. Sauf que ce qu'il ne dira pas, c'est combien coûte, si vous voulez, le maintien des sociétés militaires privées, ce qu'on appelle les contractors et des mercenaires américains en Irak. Et en Irak, il est obligé de les laisser pour la bonne et simple raison qu'il ne peut pas se retirer comme d'Afghanistan et de Syrie comme dans d'autres régions, parce que là, si les Américains s'en vont, il laisse la porte ouverte à ce qui était dénoncé par le petit roi Abdallah de Jordanie, c'est-à-dire le corridor chiite qui va relier la Perse iranienne avec l'Irak et la Méditerranée avec le Liban à travers le Hezbollah libanais. Evelyne Josselin, quand elle explique que les Iraniens veulent coloniser l'Irak. Non, c'est pas coloniser, c'est-à-dire, entendons-nous bien, n'importe quel État au monde, y compris notre État français, a une politique étrangère, des accords bilatéraux et défend ses intérêts dans la région. L'Irak a des accords stratégiques très anciens avec la Russie et avec la Syrie. Donc il répond, peu ou prou, que cela nous plaise ou pas, à ces accords, et l'Iran défend ses intérêts régionaux. Je veux dire, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les États-Unis, la Grande-Bretagne, ont dézingué, passez-moi l'expression, ont anéanti l'État irakien, et depuis leur merveilleuse invasion militaire, ont laissé le pays aux mains des bandes et des mafias. Bon. Ils ont fait la même chose en Libye, ils ont fait la même chose en Libye, ils font la même chose au Yémen, en soutenant une coalition saoudienne et des monarchies pétrolières, pour détruire un des pays les plus pauvres du monde. Donc face à ces agressions occidentales, pour reprendre un terme que vous semblez affectionner, face à ces agressions coloniales, impériales, occidentales, eh ben effectivement, les Iraniens réagissent avec les accords diplomatiques et militaires qu'ils ont dans le pays de la région, avec l'aide de qui ? De la Russie, voire de la Chine à la marge, pour contenir, si vous voulez, cette volonté de l'administration Trump de vouloir imposer un ordre, un agenda américano-israélien qui répond à l'idéologie religieuse totalement délirante des évangélistes qui animent la plupart des représentants de votre administration chérie Trump. Je pense à M. Pompeo, au vice-président américain, qui sont évangélistes. 25% de l'électorat de Trump est évangéliste. Et à travers cette alliance avec les États-Unis, ils pensent que les Israéliens se convertiront pour accueillir le retour du Messie. Donc là, on est dans une vision théologico-politique proprement délirante et complètement folle de ces abrutis qui peuplent la Maison-Blanche autour de Trump, qui font des prières au nom du Christ dont ils préparent la venue. Il faut lire John Whitebeck, les spécialistes sérieux de la politique américaine, pour voir où nous ramènent les sources et les repères de ces gens qui entraînent le Proche et Moyen-Orient dans la guerre. Écoutez, on laissera les spectateurs décider, mais je trouve hilarant ce passage de votre émission, Élise Blaise, parce que c'est vraiment la situation inversée. Ce ne sont pas les ayatollahs, les fous d'Allah qui sont dangereux, mais ce seraient les quelques évangélistes américains qui soutiennent Trump. C'est trop drôle. Alors, pour revenir aux choses sérieuses, pourquoi est-ce que l'Iran est si dangereux? L'Iran est très dangereux, au contraire des autres pays du Moyen-Orient. On sait très bien l'implication de l'Arabie Saoudite dans le 11 septembre. On sait très bien leur implication aussi dans les prêches dans les mosquées occidentales. Mais il y a une différence fondamentale. L'Arabie Saoudite et les autres pays avec l'Amérique est en bon terme, les autres pays arabes avec lesquels l'Amérique est en bon terme, aucun n'a le désir de supprimer Israël et aucun surtout n'a cette idéologie du djihad et du califat mondial. Et ça, c'était quelque chose que dont les mollahs ne se cachent pas.
un califat mondial qui d'abord serait régional et ensuite s'étendrait au monde. Et ça, c'était l'idéologie partagée par feu l'État islamique que Trump a terminé, auquel il a mis fin. Et donc, c'est vraiment de faire porter le blâme de type religieux sur les Occidentaux, c'est trop drôle. Est-ce qu'on ne confond pas finalement le désir d'expansion et d'installation, entre guillemets, de son influence de l'Iran avec une prétendue volonté politico-religieuse? Mais c'est exactement ça, c'est une volonté hégémonique et en plus, il y a un complexe. Est-ce que la réalité ne fait pas qu'elle n'est uniquement politique alors que... Non, ils ont réussi leur croissant déjà, leur fameux croissant chiite, comme ils l'appellent, et puis il y a ce désir d'expansion et ce désir d'imposer l'islam. Alors, il ne faut pas dire, pour déplaire à M. Labévière, l'islamisme. Non, c'est pas moi personnellement, c'est la rigueur géopolitique, madame. Ils veulent imposer cette idéologie, ils veulent imposer le califat et les autres n'ont qu'à bien se tenir, tout en ménageant l'intégralité de l'espace iranien. Vous voyez, chez nous, comme tout est propre, il ne se passe rien, il n'y a pas d'immeubles détruits, il n'y a pas de guerre, nous sommes tout à fait convenables, nous sommes plus que modérés. Voilà, ça c'est la façade. De même que leurs élections, c'est la façade, mais il faut savoir comment ils agissent en dessous. Et donc, aucun des autres pays arabes, même s'ils sont sectaires, certains d'entre eux, aucun n'a de telles volontés, aucun n'a de telles prétentions. Et il y a aussi, on ne peut pas le cacher, ce suprémacisme islamiste ou islamique. Moi, j'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Enfin, il y a une prétention de suprématie persane. En plus. Et tout ça, je suis désolée, je ne comprends pas comment un Français peut... Enfin, peut-être on peut s'amouracher d'un pays, pourquoi pas, je peux le concevoir, mais ça me semble tout de même... Parce que je pense aux intérêts de mon pays, la France, madame, au Proche et au Moyen-Orient, qui ne sont pas les intérêts des États-Unis. Alors ça, c'est pardonnez-moi d'être un peu, pardonnez-moi d'être un peu brutal, mais ce que vous décrivez, c'est un peu les Proches et Moyen-Orient d'Harry Potter. Ce que je veux dire, c'est que quand vous pensez que M. Trump, vous dites, M. Trump a mis fin à l'État islamique. Je veux dire, il y a quand même des gens qui ont aidé les Occidentaux et la France notamment. On pense aux Kurdes que M. Trump a si bien remercié, M. Trump a si bien remercié, à tel point. Et c'est là où on voit que dans sa culture d'agent immobilier, il est quand même très très mal conseillé sur le plan historique, puisque pour justifier le lâchage des Kurdes, il avait osé dire dans des tweets et à la télévision que les Kurdes n'avaient pas fait le débarquement de Normandie en juin 1944, ce qui est quand même assez cocasse et assez drôle, alors qu'il aurait bien été conseillé, il aurait simplement rappelé que les Kurdes avaient aussi participé au génocide arménien, c'eût été plus logique et cohérent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour terminer, ce à quoi on assiste dans la région, c'est à une reconfiguration d'un nouveau Yalta qui sera lié à la fin de la guerre que j'appelle civilo-globale de Syrie et qui mettait en confrontation deux cartographies. Une cartographie américano-israélienne soutenue par des supplétifs européens et israéliens visant à faire de la Syrie ce qui avait été fait en Irak, en Afghanistan et en Libye, c'est-à-dire fragmenter ces pays arabes en autant de petits émirats ou retribaliser le Proche et Moyen-Orient. Face à cela, heureusement, la Russie a soutenu la Syrie pour la défense de son État national, conformément à l'article 5 de la Charte des Nations Unies, de préserver l'unité nationale des États membres des Nations Unies. Et donc, de ce fait, Vladimir Poutine est intervenu militairement à partir de septembre 2015 en Syrie pour un conflit qui concerne toute la région avec son arrière-plan irakien, iranien, et heureusement. Et de ce fait, c'est bien pour ça que cette confrontation de deux visions géopolitiques et géographiques, d'une défense des États-nations arabes contre une fragmentation, une parcellisation, une retribalisation du monde arabe. Je veux dire, ce qui est en jeu, c'est de trouver un nouvel équilibre qui vraisemblablement débouchera sur un nouveau Yalta qui pèsera lourdement non seulement sur la région, mais sur l'ensemble des crises internationales et sur leur mode de gestion. Alors avant de conclure, je vous propose de regarder ce petit micro-trottoir qu'on a fait comme d'habitude à Paris. C'est pas la peine d'y revenir, c'est encore à Paris. On a posé des questions aux Parisiens, donc sur tous ces derniers événements, je vous propose de les regarder. Est-ce que vous faites confiance à Donald Trump pour limiter la guerre dans le Proche et le Moyen-Orient ?
je lui fais confiance pour ne pas la limiter, justement. On avait la paix avec l'Iran depuis qu'il est là, c'est la merde. Pour moi, déjà, c'est pas un politicien. C'est un homme d'affaires. Excusez-moi, mais pour moi, c'est un homme d'affaires. C'est-à-dire que les décisions qu'il prend, elles sont pas justes. Je suis d'origine iranienne, je suis les événements et je suis très inquiet. Il y a un soubassement culturel qui est tellement fort dans ces pays-là qu'on ne peut pas y aller comme ça, avec des gros sabots et tout déstabiliser d'une façon ou d'une autre. Il n'est pas seul, il a des gens derrière lui. À mon avis, c'est eux qui pilotent. Lui, il est complètement dingue. Ce qui s'est passé en Iran, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé dans certains pays, même en Afghanistan, devrait servir d'exemple. Il est en train d'essayer de mettre la Chine et la Russie en porte-à-faux, puisque celui qui l'a fait assassiner, c'était un de leurs grands copains. Soleimani, il était responsable pour la mort de plusieurs citoyens américains, que ce soit à l'étranger ou même sur le sol américain. Il y a eu beaucoup. Et malheureusement, il a organisé la création de plusieurs milices iraniennes qui, bien sûr, qui ont lutté contre Daesh, mais qui ont aussi permis l'établissement d'un gouvernement pro-iranien en Irak. C'est une manière de montrer que ouais, moi je suis Donald Trump, je suis président des États-Unis, moi je tue qui je veux. C'est une manière, c'est agressif. On dirait on est à l'époque 45. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre le mec, il n'a pas été jugé par une cour internationale. C'est pas Ben Laden. Qu'est-ce que vous pensez de cet avion ukrainien, de l'Union ukrainienne, qui a été abattu par l'armée iranienne parce qu'ils pensaient que c'était un missile? Alors, en fait, moi, j'ai pas suffisamment d'informations pour savoir quelles étaient vraiment les intentions iraniennes par rapport au vol de l'avion. Après, des incidents comme ça, c'est déjà arrivé. Par exemple, en URSS, par exemple, il y avait eu un vol sud-coréen il y a quelques décennies qui avait été confondu. C'était pendant la guerre froide, donc il y avait beaucoup de tensions. Donc, c'était confondu contre une ogive nucléaire américaine. Mais si c'est la milice, ça m'étonnerait pas qu'ils aient confondu. Si c'est l'armée, ça m'étonne un peu plus, mais je pense pas qu'ils soient tellement finaux. Je vois pas l'Iran décider de tirer de manière volontaire sur un avion de ligne dans lequel il y a une grande partie de ses ressortissants. C'est complètement con. Alors les téléspectateurs n'ont pas entendu, mais Evelyne Josselin, vous avez souri à la fin de ce oui, parce qu'à part le petit jeune homme qui, lui, avait apparemment des lumières, les autres sont complètement dans le déni et dans le boniment qui est répété sur toutes les chaînes de télévision françaises, sauf bien sûr sur la vôtre. Alors, une chose est très importante, les Iraniens dissidents, d'ailleurs il y avait une manifestation le 2 décembre dans le 16e et je me suis trouvée à les rencontrer, c'était des dissidents de Madame Mariam Rajavi. Il y a plusieurs groupes dissidents en Iran qui malheureusement ne peuvent pas défiler chez eux ou alors c'est la mort ou la prison. Donc ils défilent pas mal dans nos capitales européennes. Trump depuis très longtemps, depuis son arrivée en fait, a pris position. Il a dit c'est le régime que je condamne et absolument pas les Iraniens. Au contraire, il a dit à plusieurs reprises refaisons de l'Iran de nouveau un grand pays. Autrement dit, adaptant sa formule pour l'Amérique, l'adoptant à l'Iran. Et dernièrement, si je peux me permettre, ça c'est un peu ce qui était promis à l'Irak et on peut dire que le compte n'est pas bon pour le moment. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et en Irak, les choses se sont mal passées, mais l'idée de départ n'était pas mauvaise. L'idée de Bush était d'en finir avec Saddam Hussein, il lui fallait, mais en plus, après, c'était de s'occuper des ayatollahs. Et à cause justement de l'action de Soleimani, on connaît la suite. Et puis l'état-major américain a fait des bêtises en voulant faire de la démocratie alors que le pays n'était pas prêt. On sait tout ça. Néanmoins, j'en reviens à Trump. Trump est véritablement un soutien vocal, un soutien rhétorique, mais en même temps, il sait qu'il ne peut pas, il a promis, il ne peut pas engager de troupes contre les ayatollahs. Donc cette guerre qui lui a été déclarée, il ne peut pas y répondre militairement, il ne le veut pas. Et en revanche, il fait tout ce qu'il peut pour soutenir la population iranienne dissidente. Et il vient récemment de s'adresser aux Iraniens et en anglais et en farsi. Et j'avoue que je ne l'ai pas vu, mais ça devait être très, très amusant de voir Trump parler en farsi. En tout cas, je pense que ça aura été très apprécié de la population iranienne qui mérite autre chose que les ayatollahs et que des gens comme Soleimani. C'est bien de parler à la place du peuple iranien, madame. Les Iraniens apprécieront. Quand vous citez madame Rajavi comme une grande opposante, il faut quand même se rappeler elle dirige les Moudjahidines du peuple, organisation inscrite sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis. Comme Soleimani. Ça, c'est au passage dans votre filiation et votre série de contre-vérités et de propagande. Je veux dire, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas mépriser, comme le président Macron, le bon sens populaire. Et là, on a vu certains
certains exemples de gens qui ne se laissent pas abuser, notamment le jeune homme à la casquette qui disait effectivement que dans sa logique, moi je rajoute d'agent immobilier, Trump gère les États-Unis, un des plus importants pays au monde, comme une agence immobilière, et rajouter le jeune homme, il tue qui il veut quand il veut. Et c'est bien tout le problème et le drame de cette administration Trump qui foule aux pieds toutes les règles établies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en matière de droit international, de droit humanitaire, de législation sur la justice internationale. Et de ce fait, encore une fois, moi je ne suis pas pro-Trump ou anti-Trump, simplement, j'essaie de comprendre, parce que ce que fait Trump, au moins, il traduit de manière très brutale et réelle la dureté et le cynisme des relations internationales aujourd'hui. Et M. Trump, de ce point de vue-là, me paraît être la quintessence et le symptôme le plus grave, mais le plus révélateur et le plus clair de cette déglingue de toute espèce de multilatéralisme et de coopération internationale. Ce en quoi je trouve que, effectivement, d'abord vous dites, vous êtes la première, moi je connais un politologue américain, Nissim Marshall, pour le citer, qui annonçait l'élection de Trump il y a 2 ans et qu'il a écrit dans le New York Times. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais il y a des gens, il y a des gens avant vous qui avaient annoncé que par rapport à la déglingue économique et au populisme américain, que vraisemblablement Trump gagnerait contre Madame Hillary Clinton. Maintenant, son obsession, c'est sa réélection. Il sera vraisemblablement réélu vu la division du camp démocrate, mais excusez-moi du peu, sans faire de l'anti-Trumpisme primaire, je ne pense pas que cette perspective soit une bonne nouvelle pour la planète entière, pour la paix et pour la lutte contre le réchauffement climatique et les dégâts environnementaux gravissimes qui sont couverts dans la plupart des pays où les Américains ont implanté des bases militaires et des plateformes d'extraction des ressources naturelles. Est-ce que je peux avoir un dernier mot? Eh bien, exactement. Alors, je pense Monsieur que Labévière aura commencé à vient d'illustrer quelque chose qui est très important. Les Occidentaux, ou ceux, comme on a vu interroger dans la rue, qui réfléchissent de cette manière, n'ont encore rien compris et ne comprendront jamais rien tant qu'ils s'en tiendront à leur, ce qui part d'un complexe de supériorité, à cette croyance que Trump n'est qu'un cow-boy, ou comme était Reagan, ou alors n'est qu'un agent immobilier. Bon, tant que vous le mépriserez, tant que vous ne comprenez pas, que vous ne comprendrez pas parce que c'est un véritable... Il nous méprise. Non. C'est lui qui nous méprise, madame, et qui méprise le droit international. Je vous ai pas interrompu. C'est lui qui tant que vous ne comprendrez pas que c'est un as politique, que c'est un surdoué de la politique. Formidable. Oui, formidable. On l'attendait, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Je vous dis, ça correspond aux évangélistes. C'était ce qu'on disait d'Obama. Ça correspond aux évangélistes. Alors, il est dans le messianisme. C'est la termination. Je voudrais terminer. Donc, tant que les gens raisonneront comme ça, ils ne comprendront toujours rien. Et c'est dramatique. Voilà. Et quand vous dites que vos sources sont le New York Times, ou alors le Washington Times, ou alors CNN, ça prouve que vous tenez au bobard habituel que vous ne voulez pas comprendre. Ça fait 40 ans que j'ai une carte de presse, madame, vous savez, c'est mon métier. Trump est un redresseur de tort. Et il redresse tout ce qui ne va pas dans ces accords internationaux qui ont été conclus dans les années 90 ou avant par des présidents qui n'avaient pas pris la mesure des méfaits de ces accords. Lui, il l'a fait. On a le recul maintenant. Il a fort bien compris. Ça a plu énormément à l'Amérique parce que l'Amérique s'en était rendu compte avant aussi. Je vous ai parlé du mouvement anti-parti. Trump a enclenché sur ce mouvement et c'est ce qui explique son succès. Et quelques Occidentaux, Dieu merci, on le voit avec Boris Johnson, commencent à ouvrir les yeux. Et pour les autres, il n'y aura jamais rien à faire. On va prier tous Saint Trump, madame. C'est super. C'est mieux que de prier avec les ayatollahs. On va être dans le religieux. Ça va être le mot de la fin. Vous prierez Saint Trump si vous le souhaitez ou non. En tout cas, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, commentez, likez et partagez cette émission. À la semaine prochaine.